pièces de viande. C'est quoi l'intérêt? Ben, c'est qu'on les joue encore ces pièces aujourd'hui, tu te rends compte? Le prof nous a proposé de jouer le malade imaginaire. Sa dernière pièce qu'il a composée. Elle nous a présenté les personnages. Moi, je veux jouer le malade. J'aurais du fun à jouer ça. Toinette, viens ici. Quoi? Tu me trouves pas bonne? Hey, t'es pas gênée. Tu vas voir, je vais l'avoir ce rôle. Ben oui, j'adore ça, le théâtre. Moi, je veux devenir comédienne plus tard. Oui, oui, tu vas voir, je vais le faire. Ris-moi comme tu veux, tu vas voir. Oh, faut que j'aille me coucher. Ça fait déjà 2 heures qu'on se parle. Il est presque minuit. Ouais, c'est ça. On se voit demain au centre d'achat. C'est pas le magasiner chez lui. Salut. J'espère que j'ai une mort élevée. Un ange gardien, une bonne étoile, parce que moi, je veux devenir comédienne. C'est mon plus grand rêve. Alors j'espère que quelqu'un là-haut m'écoute et qu'il m'aidera à la réaliser. Bonjour, Catherine! Quoi? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Charlotin, ta reine fée, ton ange gardien, ta bonne étoile, tu m'as appelé, je suis venue! N'aie pas peur, j'ai dit ta naissance que tu pourrais venir comédienne. Est-ce que je rêve? Non, il est encore là. On dirait bien que je suis dans la réalité. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Parler théâtre, voyons, avec toi qui adore l'art de la scène, je suis ton guide. Tu m'as appelé alors, me voilà! Je peux tout te raconter sur le métier de comédienne. Que veux-tu savoir? J'arrive pas à y croire. Tu es mon guide. Et tu restes avec moi complètement. Je me présente à toi que de temps de nuit. Ensuite, je me volatilise. Je serai invitée de nouveau, mais présente tout de même. Allez, que veux-tu savoir? Dis, allez! Bon, on s'est bien joué. Bien. J'aimerais savoir comment on joue le malade dans le malade imaginaire. J'avais passé une audition et j'aimerais obtenir le rôle. Rien de plus facile. Nous allons ensemble regarder un extrait de la pièce Angélique, la fille de M. Argan, le malade imaginaire, parle à Toinette, leur servante. Angélique ne cesse de parler de son amoureux Cléante et elle est folle de joie quand son père lui annonce qu'il va la marier. C'est qu'elle comprend qu'elle mariera Cléante, tandis que son père, lui, ben, il parle d'un autre. Tu vas voir, c'est drôle. Allons-y, abracadabra et voilà! Toinette, Quoi? regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette, Eh bien, quoi, Toinette? ne devines-tu pas de ce que je vais parler? Je m'en doute assez. De notre jeune amant, car c'est celui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Est-ce que tu connais cela? Es-tu donc la première à m'entretenir et me permets-tu la peine de te jeter ce discours? Vous ne m'en donnez pas le temps. Ils avaient des soins là-dessus qu'il est difficile à prévenir. Je t'avoue que j'essaierai de me lasser de te parler de lui et que mon cœur profite avec chaleur chaque moment de sourire à toi. Mais dis-moi, contentes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je m'égare. Ai-je tort de m'avoir donné à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux fortes protestations de cette passion ardente que témoigne pour moi? À Dieu ne plaise. Mais dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelques effets du destin, de l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense sans reconnaître n'est tout à fait d'un honnête homme, Oui. que l'on peut user plus généreusement, D'accord. et qui fit usage de la meilleure dose du monde? Oh, oui. Ne trouves-tu pas Toinette qu'il est bien fait de sa personne, Assurément. qui a l'air le meilleur du monde, Sans doute. que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble, Cela est sûr. et que l'on peut ne rien entendre de plus passionné de tout ce qu'il me dit, Il est vrai. et qu'il n'y a rien de plus fâcheux dans la contrainte pour un médecin qui bouge tout commerce ou tout sentiment de cette mutuelle ardeur que les scènes inspirent? Vous avez raison. Mais ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me l'a dit? Hé, hé, ces choses-là sont parfois un peu sujettes à question. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Ah, Toinette, que dis-tu là? Hélas, de la façon qu'il parle, crois-tu qu'il me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclaircis. Et la résolution, où vous écrivez hier, qu'ils étaient de vous faire demander en mariage, est une prompte voie de faire connaître si vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. Ah, Toinette, celui-là me trompe, je croirais de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui le vient. Oh ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle, peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela? Vous riez, c'est plaisant, oui, c'est mon mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles.
Ah, nature, est-ce que je peux le voir? Je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qui vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise à avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue, je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fasse religieuse. Et votre petite sœur Louison aussi. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emportée et ma parole est donnée. Ah, mon père, comme je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, je vous sais bon gré de cela, et voilà l'action la plus sage que vous avez faite de toute votre vie. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que je serais contente. Et toi aussi. Assurément, mon père. Comment? L'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous ouvrir mon cœur, je ne feindrai point le dire que le hasard vous a fait connaître il y a 6 jours et que la grande demande que vous avez et qu'un effet sur l'inclination que dès cette première vue, nous l'avons prise l'un pour l'autre. On ne m'a pas dit cela, mais j'en suis bien aise et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. On m'a dit que c'était un grand jeune garçon bien fait, Oui, mon père. de belle taille, Sans doute. de bonne physionomie, Très bonne. agréable de sa personne, Assurément. sage et bien né, Tout à fait. fort honnête, Le plus honnête du monde. fort bien latin et grec, C'est ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin en 3 jours. Oui, mon père. Oui, ne te l'a-t-il pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Plougon, Est-ce que M. Furgon connaît? la belle demande, bien sûr qu'il le connaît puisque c'est son neveu. Cléante? Neveu M. Furgon? Quelle Cléante! Nous parlons de celui qui t'a demandé en mariage. Eh oui. Eh bien, c'est le neveu de M. Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin Diaphorus. Et ce fils s'appelle Thomas Diaphorus. Et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là, M. Florent, M. Purgon et moi, ce matin. Et demain, ce jeune doit être emmené par son père. Qu'est-ce? Voilà, tout est Bobby. C'est que mon père, vous avez parlé d'une personne et j'ai cru entendre une autre. Quoi, monsieur? Vous êtes en train de me dire que vous auriez fait ce dessin burlesque, et avec tout le bien que vous avez, vous devriez marier votre fille avec un médecin? Oui, de quoi te mêles, copine impudente que tu es? Mon Dieu. Mon Dieu, c'est doux, vous avez d'abord vos invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas nous raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons sans froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire engendrer des alliés médecins afin de m'appeler de bon secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources mêmes des remèdes qui me sont nécessaires et d'être un des ordonnances que je vous ai. Ah. Eh bien, voilà dire une raison. Il y a plaisir à se répondre doucement les uns les autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Super, j'arrive pas à y croire. Tu peux faire cela? Mais oui! Comment as-tu trouvé cet extrait? Je trouve ce Molière amusant, mais je ne suis plus trop sûre de vouloir jouer le malade. J'ai bien aimé Toinette. Enfin, je vais réfléchir. Ah, mais tu auras la chance de jouer bien des rôles de Molière dans ta vie. Ces pièces sont tellement jouées dans le théâtre. Jusqu'à aujourd'hui, le Malade imaginaire a été joué au moins 1400 fois depuis sa création. Seulement la Comédie Française de Paris. Ajoute à cela, toutes les autres fois, elle a été jouée partout dans le monde francophone. Spectaculaire. Qu'est-ce que tu t'amusant comme un peu avec Molière? Je peux? Mais oui, je te propose un extrait du Bourgeois gentilhomme. Cette comédie raconte l'histoire de M. Jourdain, un riche bourgeois qui aimerait par-dessus tout côtoyer les gens de la noblesse. Pour ce faire, il décide donc de prendre de nombreuses leçons qui lui donneraient l'allure de marquis. Le voici donc en compagnie du maître d'armes, du maître de musique et du maître de danse. Chacun veut convaincre M. Jourdain de l'importance de son art. Mais ils seront tous interrompus par le maître de philosophie qui arrive. Comment tournera la discussion? Tu vas voir! Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que les par la première et que le corps soit bien placé. 1, 2. Allons, touchez-moi le pied de pièce et achevez le main. Avancez. Le corps ferme. Avancez. Partez de là. 1, 2. Remettez-vous. Redoublez. Un soin en arrière. En garde, monsieur, en garde. Fais des merveilles. Je vous l'ai déjà dit. Tout le secret des armes ne consiste qu'en 2 choses.
à donner et à ne pas recevoir. Et comme je vous fis voir l'autre jour par les ordres démonstratifs, il est impossible que vous receliez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps, ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement du poignet, ou en dedans, ou en dehors. De cette façon donc, un homme, sans avoir du cœur, est sûr de tuer son homme et de n'être point tué? Sans doute. Ne dites-vous pas la démonstration? Oui. Et c'est pourquoi l'on voit de quelle considération, nous autres, nous devons être dans un état, et combien la science des arts l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique. Tout beau, monsieur le retard. Ne parlez de danse qu'avec respect. Apprenez, cher public, avec été excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens de voir comparer vos sciences à la mienne. Voyez-vous, Voilà un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître a dansé, je vous ferai danser comme il le faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la plus belle manière. Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Êtes-vous fou de l'aller quereller? Lui qui entend la tierce et la carte et qui s'est tué un homme par raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative et de sa tierce et de sa carte. Tout beau! Comment, petit impertinent? Mon maître à danser! Comment, grand cheval de carrosse? Mon maître à danser! Si je me jette sur vous, Doucement! Si je mets sur vous la main, Tout doux, vous dis-je! je vous étrierai de nerfs. Je vous prie! je vous roserai d'une manière. De grâce! laissez-nous un peu lui apprendre à parler. Mon Dieu, arrêtez-vous! Oh là, monsieur le philosophe, vous arrivez ici tout à propos avec votre philosophie. Prenez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Que c'était donc, qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère pour la prévalence de leur profession, jusqu'à en se dire des injures et en vouloir en dire au moins. Et quoi, monsieur, faut-il s'apporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le dogmatique que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus honteux que cette personne qui fait de l'homme une bête féroce? Comment? Et la raison ne doit pas être maîtresse de tous nos mouvements. Comment, monsieur, il vient nous dire des injures à tous deux en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on les peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Ils ont tous de l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaingloire et de condition que les hommes doivent se disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns les autres, c'est la sagesse, c'est la vertu. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi, qui a la musique carnéenne que tous les siècles ont vénérée. Et moi, je soutiens tous deux, qui a la science de traiter des armes la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve toi bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance et donner impudemment le nom de science à des choses qu'on n'a pas même honoré du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable, de gladiateur, de chanteur et de baladin. Allez, philosophe de chien, Allez, bellître de pédant. Allez, pistre fiefé. Monsieur! Comment maraude vous êtes? Monsieur le philosophe! Impendre! Monsieur le philosophe! Coquin! Insolent! Monsieur! la peste de l'animal. Impudent! Monsieur le Viens, nous philosophe! allons nous battre. Scélérat! Monsieur! Auteur impertinent! Monsieur le Fripon! philosophe! Dieu! Traître! Imposteur! Monsieur le philosophe! Monsieur! Oh, battez-vous tant qu'il vous plaira, je n'y saurais que faire. Et je n'irai pas gâter ma robe pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. C'était drôle, génial ce mot-là. Mais il y avait de drôles de mots, par exemple. Ah, c'est que la langue française n'était pas parlée de la même manière à cette époque. Tiens, ça me donne une idée. Je vais te montrer un extrait de pièce qui date du début du 20e siècle, vers 1926. Tu me diras ce que tu penses de la langue de ce temps-là. C'est une pièce de qui? D'une auteure encore vivante, Marie Laberge. Marie Laberge, qui a écrit les romans Gabriel Adélaïde Sauvage. Eh oui, elle a été dramaturge avant d'écrire des romans. Elle a écrit une pièce qui se passe à Val-Jalbert. Le village fantôme de Val-Jalbert. J'y suis allée un été avec mes parents. Oui, oui, c'est ça. Mais à une époque, il n'était pas fantôme. Des gens y habitaient. Une usine de pulpe de bois fournissait beaucoup d'emplois au début du 20e siècle. Malheureusement, l'usine éprouve quelques difficultés en raison de la sécheresse et de la baisse des demandes de pulpe dans l'industrie. Dans cette scène, tu vas voir l'inquiétude des femmes du village. Tout en faisant le récit, elles discutent de ce qu'elles appréhendent. Seront-ils contraints de quitter le village? Écoute bien leur façon de parler. Allons voir. Ben, quand ça va te chercher d'entendre le dire. Ouais, ben, beau matin. Matin?
Ma neuvaine n'aura pas donné grand-chose. Vous avez beau dire des neuvaines, puis le curé aura beau vouloir bénir la paroisse. Mon avis, c'est que le bon Dieu nous envoie le contrat du déluge. 40 jours, puis 40 minutes pas d'eau. En seulement, maintenant, je serais curieux de savoir qui c'est qui a s'est pêché dans le coin pour nous attirer ça. Puis à part de ça, à cause qu'on n'a pas notre Noé nous autres avec, il aurait pu nous avertir. Tu te rendu qu'on tire un liard par la queue comme à l'époque où on était petits. On fait du lavage en 2 pouces d'eau. Quand c'est le même vous là, pis le bon Dieu va nous en envoyer de la pluie. Ça se peut, on s'en rend des comptes aussi en personne. Apparence qu'il y aurait quasiment plus de pâtes à envoyer aux acheteurs dans le cours d'usine. Je comprends. Les enfants ont été voir ça hier, puis ils me sont revenus propres. C'est vous dire qu'il reste plus rien. Mon mari est monté au lac Bouchette il y a 2 jours où on se connectait. Il avait amené une barque qui est revenue. Eux autres, genre, parlaient qu'il n'y avait même plus de quoi noyer un petit chat au barrage de lac des commissaires. C'est pas la cause, mais si ça continue, tu serais là, on mangera pas de cela avant longtemps. Moi, là, depuis le temps que ça dure, je commence à faire des chaleurs et des faiblesses d'inquiétude. Et vous sûr que c'est pas d'autre chose, là? Vous? Non, non. Même que le docteur m'a dit tiens, rien que les nappes. Il m'a donné un tonic. Et vous allez me dire, vous autres avec, avez-vous peur que ça recommence comme avant? Qu'on n'aille plus rien comme avant? Il fallait s'en aller au Hier Beauvert chercher l'ouvrage. Ben voyons donc, mais non, ben voyons. À cause de ça, donc. C'est pas pareil, là. C'est juste une question de jour. On parlera pas tout pour ça. Jamais de la vie. Je jure bien que ça va m'en prendre pour me faire décoller d'ici. Mon mari dit même qu'il serait prêt à être caché dans le barrage jusqu'à temps que l'on monte, avant d'abandonner une paroisse comme ici. Tu vas un peu fort, là, votre mari, tu trouvez pas? Il a toujours été exagéreux, vous le savez bien. Ouais, parlez pour vous. À cause vous êtes seul là, Ah ben, vous n'êtes pas pour commencer le tour avec. Je vais bien craindre qu'on a vos propres machines de ce temps-là. Mais c'est pas d'accord si vous commencez à faire de la chicane et à se trouver de même. Vous n'avez pas assez avec vos maris, vous autres? Le mien, il est plus par là depuis qu'il sait plus quoi faire de ses bras. J'ai beau essayer de trouver des petits travaux dans la maison, pile sur le terrain. Ça fait belle lurette que tout est fait, puis bien correct. Quand même qu'on voudrait les envoyer à la pêche, hein, ça nous avancerait pas yard. Comme ça, vous autres avec, vous trouvez pas ça bien bon pour le ménage que les hommes travaillent pas? Comme de raison, non, mais non. C'est plus compliqué. Rapport ils sont bien inutiles. Ils sont inquiets de ne pas venir à l'usine. Facile pour les comédiennes de parler comme ça? Une bonne comédienne sait s'adapter à tous les genres d'accents. J'espère que j'en serai capable. Si tu as la fibre de l'artiste, tu le seras. Quel rôle que tu rêves de jouer un jour? Y a-t-il déjà pensé? Bien sûr, j'aimerais jouer Juliette avec un beau Roméo printemps. J'aurais pu m'en douter. Toutes les filles veulent jouer Juliette. Que dirais-tu de voir la fameuse scène du balcon? Oui, celle où ils se promettent un amour vrai. C'est un autre type de langage qui est utilisé ici dans cette pièce. Un langage poétique. Est-ce que tu connais un célèbre auteur qui a écrit cette pièce connue dans le monde entier? C'est Shakespeare, William Shakespeare. Bravo! Tu m'épates, ma chère. Et en quelle année es-tu née? En 1564, le 23 avril. Je sais aussi qu'il est mort le 23 avril, mais je me souviens plus de la date. On en a parlé à mon cours de théâtre. Waouh! Tu as de la mémoire! Souviens-toi qu'il est mort en 1616. Un chiffre facile à retenir, ma grande. Oh oui, c'est vrai, j'avais pas fait ça bien. 1607, je m'en souviens. Shakespeare était avant tout un poète. Ses pièces font apprendre de cette poésie si agréable à l'oreille. Être ou ne pas être? Telle est la question. Ah oui, je connais ça. Et si on regardait Juliette soupirer sur son balcon? Oh, Roméo, Roméo. Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et refuse ton nom. Ou si tu ne veux pas, fais-moi simplement un peu d'amour et je cesserai d'être une Capulet. Écouterais-je encore, vais-je parler? Qu'est-ce que Montaigu? Ni la main, ni le pied, ni le bras, ni la face, ni rien d'autre que ton corps et ton être d'homme. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce que l'on appelle une rose? Avec tout autre nom serait aussi suave. Roméo, dit autrement que Roméo, garderait cette perfection qui m'est si chère, malgré la perte de ces syllabes. Roméo, défais-toi de ton nom qui n'est rien de ton être en échange. Prends-moi tout entière. Je veux te prendre au mot. Donne-moi seulement amour et que ce soit comme un autre baptême. Jamais plus je ne serai Roméo. Qui es-tu qui, dans l'ombre de la nuit, trébuche ainsi sur mes pensées secrètes? Par aucun nom je ne saurais dire qui je suis, puisque je hais le mien au cher sainte d'être ton ennemi. Je le déchirerais si je l'avais pas à écrire. Mes oreilles n'ont pas goûté de ta bouche, sans mon corps, et j'en connais le son. N'est-ce pas Roméo? Et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre, si l'un et l'autre te déplaise aux belles jeunes filles. Comment es-tu venu? Dis, et pourquoi? Les murs de ce verger sont hauts.
dur à franchir. Et ce lieu, ce serait ta mort, étant qui tu es, si quelqu'un de mes proches te découvrait. Sur les ailes légères de l'amour, j'ai volé par-dessus ces murs, car les clôtures de pierre ne sauraient l'arrêter. Il est possible, l'amour l'ose et le fait. Et c'est pourquoi ce n'est pas ta famille qui me fait peur. Ils te tueront s'ils te voient. Hélas, plus de périls sont dans tes yeux que dans le vin de leur riel. Souris-moi, et je suis à l'épreuve de leur colère. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'ils te trouvent. J'ai le manteau de la nuit pour me dérober à leurs yeux, mais qu'ils me trouvent si tu m'aimes. Tu les coups la haine, plutôt mourir que d'attendre une longue mort sans ton amour. T'as guidé jusqu'ici. L'amour qui m'a d'abord fait m'enquérir. Il me donna conseil, je lui prêtai mes yeux. Je n'ai rien du pilote et pourtant, je l'ai tué les plus nus, les plus lointaines des mers. Moi bien tel que toi. M'aimes-tu? Je sais bien que tu diras oui, et je te croirai sur parole. Mais si tu jures, tu peux te perjurer. Et les parjures d'amant, on dit que Jupiter se moque. Oh, Roméo, si tu m'aimes vraiment, proclame-le d'un cœur bien sincère. Ou si tu m'as trouvé trop aisément séduit, je me ferais dire et peut-être, je dirais non. Mais pour que tu me courtises, honnêtement, j'en serais incapable. Madame, je m'engage par cette lune sacrée qui ourle d'argent clair, ses feuillages chargés de fruits. Oh, ne jure pas par la lune, l'astre inconstant, qui varie tout le mois sur son orbite. J'aurais trop peur que ton amour soit aussi changeant. Par quoi vais-je jurer? Ne jure pas du tout. Ou si tu veux, par ton être charmant, qui est le dieu de mon idolâtrie. Alors, je te crois. Si le tendre amour de mon cœur... Non, non, ne jure pas. Bien que tu sois ma joie, ce serment cette nuit ne m'en donne plus. Bonne nuit, et le même doux repos qui règne en moi descendre dans ton cœur. Vas-tu me laisser si insatisfait? Quelle satisfaction pourrais-tu avoir cette nuit? L'échange de nos vœux de fidèle amour. Je t'ai offert le mien dès avant ta requête. Mais j'aimerais avoir un peu de mon corps. Voudrais-tu le reprendre? À quelle fin, mon amour? Pour être généreuse et te le donner à nous. Et pourtant, je ne tiens qu'à cette richesse. Mon désir de donner est vaste autant que la mer, et aussi profond mon amour. Mais plus je donne, et plus je garde pour moi, car l'un comme l'autre sont infinis. J'entends ce bruit. Adieu, mon cher amour. Je viens, bonne nourrice. Doux Montaigu, sois fidèle. Attends-moi un instant, je reviens. Nuit bénie, bénie, j'ai peur puisqu'il fait nuit, que tout ceci ne soit qu'un rêve, trop flatteur délicieusement pour être vrai. Deux mots, cher Roméo, et bonne nuit cette fois. Si ton élan d'amour est conforme à l'honneur et à ton dessein de mariage, écris-moi demain. Parle bien de quelqu'un que je t'enverrai. Où est-on tu entends penser votre vie? Alors, je ne ferai plus mon destin, et te suivrai, mon Seigneur et Maître, debout à l'autre bout du monde. Les amoureux de l'an 2000 seront pareils à des rivières sans frontières, libres et beaux tout autour de la terre. Ils seront les enfants de la lumière. Un jour, je vais jouer Juliette, c'est sûr. Comme c'était beau. Ouais. Je me pose une question. Dans quelle pièce de Shakespeare retrouve-t-on la célèbre phrase « Être ou ne pas être » Je ne connais rien de cette histoire. Ouf! En voilà une bonne question. Cette phrase célèbre est tirée d'une des pièces les plus connues d'auteur, Hamlet. Elle a été écrite en 1600. C'est une histoire assez dramatique. J'aimerais en voir un extrait. Comme tu veux. Tiens, voyons le début de la pièce, quand le spectre du roi du Danemark apparaît à son fils, Hamlet. Le spectre va emmener Hamlet loin du château, car il a des révélations assez troublantes à lui faire.
Les amis d'Hamlet voulaient l'empêcher de répondre à cette requête d'outre-tombe, mais Hamlet décide, il veut savoir ce que le fantôme de son père a dit. Et il ne sera pas au bout de ses peines. Il apprendra que son père a été assassiné. Par qui? Par son oncle, qui lui a volé son trône, ainsi que la reine, son épouse, qui a accepté d'épouser son beau-frère, ignorant l'acte horrible que ce dernier a commis. J'imagine qu'Hamlet va vouloir venger son père. Tu es une fascinante, toi. Allons-y. Pourquoi, toi, corps mort, viens-tu, tout couvert d'acier, revoir ainsi l'éclair de lune et rendre payante la nuit? Pourquoi cela? Dans quel but? Que veux-tu de nous? Il vous fait signe de le suivre, comme s'il voulait vous faire une communication à vous seul. Voyez avec quel geste courtois il vous appelle vers un lieu plus écarté. Mais n'allez pas avec lui. Non, gardez-vous-en bien. Il ne veut pas parler ici. Alors, je veux suivre. N'en faites rien, monseigneur. Pourquoi? Qu'ai-je à craindre? Je n'estime pas ma vie au prix d'une peine. Et quant à mon ombre, que peut-il lui faire, puisqu'elle est immortelle comme lui? Il me fait signe encore. Je veux suivre. Et quoi, monseigneur? S'il allait vous attirer vers les flots ou sur la cime effrayante de ce rocher qui avance au-dessus de sa base dans la mer, et là prendre quelques autres formes horribles pour détruire en vous la souveraineté de la raison et vous jeter en démence, songez-y, l'aspect seul de celui donne des fantaisies de désespoir au cerveau de quiconque contemple la mer de ses hauteurs et l'entend rugir au-dessous. Il me fait signe encore. Va, je te suis. Vous n'irez pas, monseigneur. Lâchez ma main! Soyez raisonnable, vous n'irez pas. Ma fatalité m'aide et rend ma plus petite artère aussi robuste que les muscles du lion des miens. Il m'appelle encore. Lâchez-moi, messieurs! Par le ciel, je ferai le spectre de qui m'arrêtera. Arrière, vous dis-je. Va, je suis. L'imagination le rend furieux. Et suivons-le, c'est manquer à notre devoir de l'obéir ainsi. Alors je ne sais pas quelle sera l'issue de tout ceci. Il y a quelque chose de pourri dans l'empire du Danemark. Le ciel avisera. Eh bien, suivons-le. Où veux-tu me conduire? Parle, je n'irai pas plus loin. Écoute-moi bien. J'écoute. L'heure est presque arrivée. Je dois retourner dans les flammes sulfureuses qui servent à mon tourment. Hélas, oh bon. Ne me plaît pas, mais prête ta sérieuse attention à ce que je t'ai révélé. Parle, je suis tenu d'écouter. Comme tu le seras tiré vengeance quand tu auras écouté. Comment? Je suis l'esprit de ton père, condamné pour un certain temps à errer la nuit et le jour à geler dans une prison de flammes, jusqu'à ce que le feu m'ait purgé de mes crimes noirs commis au jour de ma vie mortelle. S'il ne m'était pas interdit de dire les secrets dans la prison, je ferais un récit dans les moindres mots, labourerais ton âme, glacerais ton jeune sang, ferais sortir de leur sphère tes yeux comme deux étoiles, déferais les nœuds de tes boucles tressées et hérisserais chacun de tes cheveux sur ta tête comme des piquants sur un porc qui pique furieux. Au ciel. Venge-moi, Hamlet, d'un meurtre horrible et monstrueux. De meurtre? Un meurtre horrible, mais celui-ci fut le plus horrible, le plus monstrueux et le plus étrange. Fais-le-moi vite connaître, pour qu'avec des ailes rapides comme l'idée ou les pensées d'amour, je vole à la vengeance. Tu es prêt, je le vois. Maintenant, Hamlet, écoute. On a fait croire que tandis que je dormais dans mon jardin, un serpent m'avait piqué. Ainsi, toutes les oreilles du Danemark ont été grossièrement abusées par un récit forgé de ma mort. Mais sache-le, toi, noble jeune homme, le serpent qui a mordu ton père mortellement porte aujourd'hui sa couronne. Oh, mon homme prophétique, mon oncle! Oui, ce monstre insectueux, adultère par la magie de son esprit, par ses dons perfides, a fait céder à sa passion honteuse la volonté de ma reine, la plus vertueuse des femmes en apparence. Oh Hamlet, quelle chute! Il me semble que je respire la brise du matin, abrégeant. Je dormais dans mon jardin, selon ma constante habitude, dans l'après-midi. À cette heure, de pleine sécurité, ton oncle se glissa près de moi avec une fiole pleine de jus maudits, de la jusqu'à, et me versa dans le creux de l'oreille la liqueur lépreuse. L'effet en est funeste pour le sang de l'homme. Voilà comment dans mon sommeil, la main de frère me ravit à la fois existence, couronne et reine, arrachée dans la floraison même de mes péchés, sans sacrement, sans préparation, sans m'être mis en règle. J'ai été envoyé devant mon juge, ayant toutes mes fautes sur ma tête. Oh, horrible, horrible, souviens-toi de moi, venge-moi, Hamlet. Adieu! Oh, vous toutes, légion du ciel, ô terre, quoi encore? Y accouplerai-je à l'enfer? Infamie! Contiens-toi, mon cœur, et vous, mes nerfs, ne vieillissez pas en un instant, et tenez-moi raide.
Me souvenir de toi, oui, au rond, tant que ma mémoire aura son siège dans ce globe égaré. Me souvenir de toi, oui. Maintenant, le mot d'ordre est adieu. Adieu. Souviens-toi de moi, je l'ai juré. Monseigneur! Monseigneur! Seigneur Hamlet! Que le ciel le préserve! Ainsi soit-il. Dramatique cet extrait. Ouais. Sais-tu que Shakespeare est aussi capable d'écrire des comédies? C'est vrai? Mais oui, il s'amuse de temps en temps à mettre en scène des personnages qui nous font sourire, pas juste pleurer. Connais-tu le film Beaucoup de prisonniers? Non, ça me dit rien. Quoi? Pourtant, il passe souvent à la télévision. Cela m'étonne. Les acteurs principaux sont Kenneth Branagh et Emma Thompson. Je vais te montrer un extrait, et je suis sûre que ça donnera le goût de voir le film. Voici de quoi il s'agit. Bénédicte, un homme dans la trentaine, et Béatrice, une femme également de 30 ans, se vantent tous les deux d'être des célibataires heureux et au cœur fort. Ils sont contents d'avoir résisté au mariage jusqu'à ce jour. Mais leur entourage trouve qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Alors, ils leur décident de leur jouer un tour. Héro, la cousine de Béatrice, va faire semblant de faire la discussion à Ursule, sa suivante, tout en sachant que Béatrice écoute. Héro va faire croire à sa cousine que Bénédicte l'aime. De leur côté, les garçons vont faire de même. Ils vont faire croire à Bénédicte que Béatrice l'aime. Du coup, quand les deux célibataires vont se rencontrer, ils vont croire qu'ils s'aiment. Tu comprends? Je crois un peu. Garde bien, ça va t'aider à comprendre. Abracadabra! Bonne Marguerite, cours au salon. Tu y trouveras ma cousine Béatrice causant avec le prince et Claudio. Insinue-lui à l'oreille que moi et Ursule, nous nous promenons dans le jardin et que notre conversation est tout entière sur elle. Dis-lui que tu nous as surprises et engagés à se glisser dans le bosquet en treillage dans le chèvrefeuille, mûri par le soleil, interdit au soleil d'entrer, pareil à ses favoris grandis par les princes qui opposent un vendeur au pouvoir même qui l'a créé. Dis-lui de se cacher pour écouter nos propos. Voilà ta mission. Remplis-la bien et laisse-nous seuls. Je la ferai venir ici, je vous jure. Immédiatement. Maintenant, Ursule, quand Béatrice sera venue, je crois qu'en nous promenant dans cette allée, nous parlions uniquement de Bénédicte. Quand je le nommerai, ce sera ton rôle de faire de lui le plus grand éloge que jamais homme ait mérité. Moi, je dois me borner à te répéter que Bénédicte languit d'amour pour Béatrice. Ainsi est faite la flèche dangereuse du petit cuidant qui laisse simplement par vous dire. Commence maintenant, car, tu vois, voici Béatrice qui, comme un vanneau, rase à la terre pour venir entendre ce que nous disons. Le plus grand plaisir de la pêche est de voir le poisson fendre le flot d'argent de ses rames d'or et mordre avidement à hameçon fraîche. Ainsi, nous tendons la ligne à Béatrice, qui vient de se cacher à l'ombre du chèvrefeuille. Soyez sans crainte, je jouerai bien mon rôle dans le dialogue. Eh bien, rapprochons-nous d'elle pour que son oreille évoque de la douce et perfide annonce que nous lui destinons. Non, vraiment, Ursule, elle est trop dédaigneuse pour moi. Elle est d'une humeur aussi farouche et aussi sauvage que le faucon fauve des rochers. Mais êtes-vous sûr que Bénédicte aime si profondément Béatrice? C'est ce que disent le prince et le seigneur mon fiancé. Et ils vous ont chargé de lui en parler, madame? Ils m'ont prié de l'en instruire. Mais je leur ai conseillé, s'ils aimaient Bénédicte, de l'engager à lutter contre cette affection sans jamais la faire connaître à Béatrice. Pourquoi cela? Ce gentilhomme n'est-il pas digne de lui aussi privilégié qu'à la couche de Béatrice? Oh Dieu d'amour! Je sais qu'il est digne de tout ce qui peut être accordé à un homme. Mais la nature n'a jamais fait un cœur de femme d'une étoffe plus fier que celui de Béatrice. Le dédain et la mort étincellent dans ses yeux qui méprisent tout ce qu'elle regarde, et son esprit s'estime si haut que pour elle, toute autre chose est chétive. Elle ne peut aimer, ni concevoir aucune impression, aucune pensée affectueuse tant elle est éprise d'elle-même. Je penserais comme vous, et conséquemment, il ne serait pas bon sans doute qu'elle connût l'amour de Bénédicte. Elle s'en ferait un jeu. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas encore vu un homme si spirituel, si noble, si jeune, si parfaitement beau qu'il fut, qu'il est repoussé de ses maléfices. Est-il blond? Est-il sûr que l'on prendrait le galant professeur? Est-il brun? C'est un grotesque que la nature, en dessinant, a barbouillé de noir. Grand, c'est une nuance à tête biscornée. Petit, c'est un camus négligemment taillé. Parleur, c'est une girouette tournant à tout bas. Silencieux alors, c'est une bûche qui vient de nous. Il n'est d'homme qui ne retourne ainsi à l'envers, et jamais elle n'accorde à la vérité et à la vertu ce que réclament la franchise et le mérite. Bien sûr, ce dénigrement n'a rien de louable. Non, sans doute. Cette manie bizarre de Béatrice n'a rien de louable.
Mais qui oserait le lui dire? Si je lui en parlais, elle me bernerait. Oh, elle me désarçonnerait d'un éclat de rire. Elle m'écraserait d'esprit. Aussi que Bénédicte, comme un feu que l'on recouvre, se consume en soupir et s'épuise intérieurement, cette peur-là vaut mieux que de mourir bafouée, chose aussi cruelle que de mourir chatouillée. Pourtant, à parler Luisant, écoutez ce qu'elle dira. Non, je préfère aller trouver Bénédicte et lui conseiller de combattre sa passion. J'inventerai même quelques honnêtes calomnies pour enterrer ma cousine. On ne sait pas combien de méchantes paroles peuvent empoisonner l'amour. Ne faites pas à votre cousine un pareil tort. Elle ne doit pas manquer de jugement, pour peu qu'elle ait l'esprit vif et supérieur qu'on le reconnaît, au point de refuser un gentilhomme aussi accompli que le Seigneur Bénédicte. Il est le premier homme d'Italie, toujours accepté mon cher crédit. De grâce, madame, ne vous fâchez pas contre moi si je vous dis ma pensée. Le Seigneur Bénédicte, pour la tournure, pour les manières, pour l'esprit, pour la valeur, est placé le plus haut dans l'opinion des Italiens. Il a, il est vrai, une réputation parfaite. Il a mérité par ses perfections avant de l'obtenir. À quand votre mariage, madame? Toujours à demain. Viens, rentrons. Je vais te montrer quelques parures pour avoir ton avis sur celle qui doit le mieux m'habiller demain. Elle est prise, je vous le garantis. Nous l'avons attrapée, madame. S'il en est ainsi, c'est que l'amour procède par le hasard. Cupidon fait tomber les uns avec la flèche, les autres avec le piège. Quel feu dans mes oreilles! Serait-ce vrai? Suis-je donc si fort condamnée pour ma fierté, pour mon dédain? Adieu mépris, virginale fierté, adieu. Les orgueilleux ne laissent pas de gloire derrière eux. Va, Bénédicte, aime, je te paierai de retour en apprivoisant mon cœur sauvage à ta main caressante. Si tu aimes, ma tendresse t'autorisera à resserrer nos amours par un lien sacré, car on dit que tu le mérites, et moi, j'ai pour le croire, mieux que des rapports. J'aime bien l'histoire de Weinheim. En aurait-il une autre que je pourrais voir? Ah, les filles, toujours romantique. S'il te plaît, Harlequin. Bon, d'accord. Je pense à une pièce en particulier qui a été écrite par une auteure connue dans le monde entier. Un auteur de quel pays? De la France. As-tu une idée de qui il s'agit? Je cherche. Alexandre Jardin? Pas tout à fait. J'ai oublié de te dire qu'il s'agit d'un auteur du 19e siècle. Ah, fallait dire. Je sais pas. Le grand Victor Hugo, voyons. Hugo fut un écrivain prolifique qui aborda tous les genres. C'est un géant de la littérature française. Il a écrit plusieurs pièces, dont une entre autres, qui met en scène 3 jours dans la vie de la reine d'Angleterre, Marie Tudor, qui a régné au XVIe siècle. On l'a dit cruelle, tyrannique et jalouse. Le drame que raconte Victor Hugo met en scène la reine qui s'est amourachée de Fabiano Fabiani, un menteur de la pire espèce et qui n'a que pour ambition de s'enrichir. Mais la reine découvre que son bel italien courtise l'autre, une sauteresse du nom de Jane. La reine va vouloir se venger de son amant et décide de se servir de Gilbert, le fiancé de Jane. Dans ce que tu vas voir, Gilbert va tenter de sauver Jane. C'est un cœur pur, c'est Gilbert. Aussi, la nuit précédente, Gilbert a découvert des informations qui lui permettront de sauver Jane. Remarque comme la reine sera dupée. Le génie de Victor Hugo opère de joie. C'est sûr. Devant qui suis-je? Devant la reine. La reine? Oui, la reine. Je suis la reine. Nous n'avons pas le temps de nous étonner. Et vous, monsieur, vous êtes Gilbert, un ouvrier ciseleur. Vous demeurez quelque part par là, au bord de l'eau, avec une nommée Jane, dont vous êtes le fiancé, et qui vous trompe, et qui a pour amant un nommé Fabiano, qui me trompe moi. Vous voulez vous venger, et moi aussi. Pour cela, j'ai besoin de disposer de votre vie à ma fantaisie. J'ai besoin que vous disiez ce que je vous commandais de dire, quoi que ce soit. J'ai besoin qu'il n'y ait plus pour vous que ma vengeance et ma volonté. J'ai besoin que vous me laissiez faire et que vous vous laissiez faire. Y consentez-vous? Madame! La vengeance, tu l'auras. Mais je te préviens qu'il faudra mourir. Fais tes conditions. Vends-moi ta vie aussi chère que tu le voudras. Je ne suis plus décidée à mourir, madame. Comment? Eh bien, j'ai réfléchi toute la nuit. Rien ne m'a encore prouvé dans cette affaire. J'ai vu un homme qui s'est vanté avec la mère de Jane, qui m'a dit qu'elle n'a pas menti. J'ai vu une clé qui m'a dit qu'on ne l'a pas volée. J'ai vu une lettre qui m'a dit qu'on n'a pas fait école de force. D'ailleurs, je ne sais pas plus si c'était son écriture. Très de nuit, j'étais troublée.
Je ne crois rien, je suis sûre de rien. On voit bien que tu aimes. Tu es comme moi. Tu résistes à toutes les épreuves. Et si tu la vois, c'est bien. Et si tu l'entends brûler le crime, feras ce que je veux? Oui, à une condition. Tu me la diras plus tard. Amenez-moi cette femme ici tout de suite. Mets-toi là. Approche, jeune fille. C'est qui nous sommes? Oui, madame. C'est quel est l'homme qui t'a séduite? Oui, madame. Il t'a trompé. Il s'est fait passer pour un gentilhomme nommé Amir Sparlet. Oui, madame. C'est maintenant que c'est Fabiano Fabiani, comte de Clanbrassil. Oui, madame. Cette nuit, quand on est venu de saisir dans ta maison, je lui avais donné rendez-vous. Tu l'attendais? Mon Dieu, madame! Réponds! Oui. C'est qu'il n'y a plus rien à espérer, ni pour lui, ni pour toi. Que la mort, c'est une espérance. Raconte-moi toute l'aventure. Quand as-tu rencontré cet homme pour la première fois? La première fois que je l'ai vu, c'était... Mais à quoi porte tout cela? Une malheureuse fille du peuple, pauvre et vaine, folle et coquette, amoureuse de parure qui se laisse éblouir par la belle mise d'un grand seigneur. Voilà tout. Je suis séduite, je suis déshonorée, je suis perdue. Je n'ai rien acheté à cela. Mon Dieu, mais vous ne voyez donc pas que chaque mot que je dis me fait mourir, madame? C'est bien. Oh, votre colère est terrible. Je le sais, madame. Ma tête va d'avance sur le châtiment que vous me ferez. Moi? Un châtiment pour toi? Est-ce que je m'occupe de toi? Folle! Qui es-tu, malheureuse créature, pour que la reine s'occupe de toi? Non. Moi, mon affaire, c'est Fabiano. Quant à toi, femme, c'est un autre que moi qui se chargera de te punir. Eh bien, madame, quel que soit celui que vous en chargerez, quel que soit le châtiment, je subirai tous à me plaindre. Je vous remercierai même si vous avez pitié d'une prière que je vais vous faire. Il y a un homme qui m'a pris orpheline au berceau, qui m'a adopté, qui m'a élevé, qui m'a nourri, qui m'a aimé et qui m'aime encore. Un homme dont je suis bien indigne, envers qui j'ai été bien criminelle, et dont l'image est pourtant au fond du cœur cher, auguste et sacrée comme celle de Dieu. Eh bien, ce que je demande à votre majesté, madame, c'est qu'il ignore tout cela. C'est que je disparaisse sans jamais qu'il sache ce que je suis devenue, ni ce que j'ai fait. Hélas, mon Dieu, je ne suis pas sûre de bien faire comprendre. Mais vous devez sentir que j'ai là un ami, un homme généreux, ami, pauvre Gilbert, qui m'estime et qui me croit pure, et que je ne veux pas qu'il m'haïsse et qu'il me méprise. L'estime de cet homme, c'est pour moi bien plus que la vie. Et puis, cela lui fera un si affreux chagrin. Mon Dieu, pauvre Gilbert, oh madame, ayez pitié de lui et de moi, qu'il ne sache rien de ceci, au nom du ciel, qu'il ne sache pas que je suis coupable, il se tuerait, qu'il ne sache pas que je suis morte, il mourrait. L'homme dont vous parlez est ici, qui vous écoute, qui vous juge et qui va vous punir. Ciel, Gilbert! Ma vie est à vous, madame. Bien. Avez-vous quelques conditions à me faire? Oui, madame. Lesquelles? Nous vous donnons notre parole de reine que nous y souscrivons dans l'enfant. Voici, madame, c'est bien ça. C'est une dette de reconnaissance que j'ai acquise envers un des seigneurs de votre cour qui m'a beaucoup fait travailler dans mon métier. Parlez. Ce seigneur a une liaison secrète avec une femme qu'il ne peut épouser, c'est cette famille proscrite. Cette femme, qui a vécu cachée jusqu'à présent, est la fille unique et l'héritière du dernier Talbot décapité sur le roi en république. Comment? Es-tu sûr de ce que tu dis là? Jean Talbot, le bon lord catholique, le loyal défenseur de ma mère d'Aragon, il a laissé une fille, dis-tu, sur ma couronne. Si cela est vrai, cet enfant est mon enfant. Et ce que Jean Talbot a fait pour la mère de Marie d'Angleterre le fera pour la fille de Jean Talbot. Ça va donc être bonheur pour votre majesté de rendre la fille de Lord Talbot et bien de son père? Oui, certes, et de le répondre à Fabiano. Mais a-t-on les preuves que cette héritière existe? On les a. D'ailleurs, si nous n'en avions pas, nous en ferons. Nous ne sommes pas la reine pour rien. Votre majesté rendra à la fille de Lord Talbot les biens, le nom, les titres, les armes et la devise de son père. Votre majesté enlèvera toute prescription et garantira la vie sauve. Votre majesté la mariera à ce seigneur qui est le seul homme qu'elle puisse épouser. À ces conditions, madame, vous pourrez disposer de moi, de ma liberté et de ma volonté selon votre plaisir. Bien. Je ferai ce que vous venez de dire. Sur la royale couronne que voici et sur le divin évangile que voilà, je vous le jure. Le pacte est conclu. Faites préparer une tombe pour moi et un lit nuptial pour les époux. Le seigneur dont je parlais, c'est Fabiani, et la fille de Lord Talbot, la voici. Ciel, que dit-il? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que j'ai affaire à un insensé? C'est bien beau tout ça, mais j'aimerais un peu de modernisme. Il ne faut pas seulement se contenter du classique dans les comédiennes de genre. Bien sûr que non, mais il reste que les classiques sont la base de ton expérience théâtrale. Tu ne peux pas y échapper. Mais je suis d'accord pour aller du théâtre un peu plus contemporain. Et là, je vais te montrer un cinéma jamais égalé. Quoi? Une pièce de ton pays qui est connue dans le monde entier. Un auteur qui accumule les prix et les reconnaissances. Qui? Les belles-sœurs de Michel Tremblay, voyons. Tu connais pas les belles-sœurs? Mais ma fille, les grands actes que tu connaisses, le génie créatif grec.
Cette pièce a été créée en 1968 dans une mise en scène d'André Brassard, le grand ami Tremblay. C'est la pièce théâtrale la plus connue la pièce théâtrale québécoise la plus connue au monde. Tu imagines, traduit en 15 langues, jouée dans 25 pays, plus de 3000 comédiennes. On la joue encore cette pièce d'un jour. On a fêté son 50e anniversaire cet automne. Désolée, mais mieux vaut tard que jamais. Je veux connaître cette pièce. Ton désir d'apprendre me touche. Je vais te montrer 2 extraits de Thierry Belle-Sœur. Le premier est un clin d'œil sur les vies monotones que pouvaient vivre les femmes au foyer à ces temps-là. Le deuxième est la dernière scène de la pièce, quand Germaine, le personnage principal, assiste à l'anéantissement de son rêve. Ses sœurs et ses voisines du plateau Montréal sont jalouses de cette dernière car elle a gagné 1 million de timbres que les vend des livrets pour ensuite échanger contre des bibelots ou des meubles. Ces femmes qui se connaissent depuis toujours volent des timbres et se déchirent entre elles. Oh, Germaine! Une maudite vipère! Lundi! Dès que le soleil a commencé à caresser de ses rayons les petits vers dans les champs et que les petits oiseaux ont ouvert leur petit bec pour manger dans le ciel à petits cris, Je me lève et je prépare le déjeuner. Des toasts, du café, du légume, des œufs. J'ai de la misère que Liard va réveiller mon monde. Les enfants partent pour l'école, mon mari s'en va travailler. Paul Miel, les chômeurs, restent couchés. Là, je travaille comme une enragée jusqu'à midi. Je lave les robes, les jupes, les bas, les chandails, les pantalons, les caleçons, les brassières, tout y passe. Puis frotte, puis tord, puis frotte, puis rince. C'est écœurant, j'ai les mains rouges, j'suis écœurée, j'sac. À midi, les enfants viennent. Ça mange comme des cochons, ça revire la maison à l'envers, puis ça repart. L'après-midi, j'étape. Ça, c'est mortel. J'aille ça comme une bonne. Après, je prépare le souper. Le monde revient, ils ont la bête, on chicane, puis le soir, on regarde la télévision. Mardi, dès que le soleil, je me lève, puis je prépare le déjeuner. Toujours la même maudite affaire. Des toasts, café, des œufs, du bacon. Je réveille le monde, je les mets dehors. Là, c'est le repassage. Je travaille. Midi arrive sans que je devrais venir, puis les enfants sont en maudit parce que j'ai rien préparé pour le dîner. Je leur fais des sandwichs au bel au nez. Je travaille toute l'après-midi, le souper arrive, on chicane, puis le soir, on regarde la télévision. Mercredi, c'est le jour du mégasinage. Je marche toute la journée, je me donne un tour de bain à porter des paquets gros comme ça. Je reviens à la maison crevée. Il faut quand même que je fasse à manger. Quand le monde revient, j'ai la bête, mon mari sac, les enfants broient, puis le soir, on regarde la télévision. Le jeudi puis le vendredi, c'est la même chose. Je m'esquince, je me descends, je me tue pour ma gang de nonos. Le samedi, j'ai les enfants les jambes par-dessus le marché. Puis le soir, on regarde la télévision. Le dimanche, on sort en famille. On va souper chez la belle-mère en autobus. Pour guetter les enfants toute la journée, endurer les farcelades du beau-père, puis manger la nourriture de la belle-mère qui est donc meilleure que la mienne au dire de tout le monde. Puis le soir, on regarde la télévision. Je suis tannée de mener une maudite vie plate, La flotte qui recommence avec son européenne. Ça va être beau. Quand elle commence, elle s'arrête plus. Elle se monte, puis moyen de le craindre. je vais seulement dire qu'ils n'ont pas de time en Europe. C'est-à-dire qu'ils ont des times, mais pas comme des ceux-là. Juste des times pour célébrer l'aile. Ils peuvent pas regarder comme nous autres, ça doit être la vraie en Europe. Non, c'est bien beau quand même. Moi, je suis pas contre les timbres. C'est bien commode. Si j'avais pas de temps, je serais encore en train d'attendre après ma patente pour acheter la viande. Mais je contre les concours, par exemple. Pourquoi donc? Ça rend une famille heureuse? Peut-être, mais ça fait chier les familles qui vivent alentour, par exemple. On dit que vous êtes longuement embouchée, Madame Bouillette. Oh, regardez-moi bien, je perds bien, puis je m'en sers pas plus mal. Je parle comme je peux, puis je dis ce que j'ai à dire, c'est tout. Je suis pas allée en Europe, moi. Je suis pas obligée de me forcer pour être cornée. Commencez donc pas, vous deux, là. Si vous continuez, moi, je traverse la ruelle et je rentre chez nous. C'est ce que Germaine fait, donc arrive pas. Germaine!
je suis venue. Bonsoir. J'allais voir la vie catholique. Elle m'a même pas regardé. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir à Mademoiselle Dubourdon? Moi, je suis certaine qu'elle a demandé pardon. Après tout, Mademoiselle Sauvé, c'est une bonne personne. Elle sait comprendre notre bon sens. Vous allez voir, tout va s'arranger pour nous. En attendant, on va aller voir combien de livrets qu'on est rendu. Oh, Germaine, j'ai oublié de te dire ça. J'ai trouvé une place de table, une dame. Angèle Lajolie, viens ici que je te parle. Je savais que tu me reviendrais, Angéline. Je suis bien contente. Tu vas voir, on va prier ensemble, là. Puis bon Dieu, il va oublier ça bien vite. C'est pas vous, tu sais, le bon Dieu. C'est bien ça, J'ai mon esti de voyage. Je devrais quand même aller dire bonsoir à Pierrette et expliquer. Non, là, tu t'as mis de lui parler pas en tout. Reste avec moi, puis laisse la faire, là. C'est fini, cette histoire-là. Bon, comme tu voudras. Ça y est, elle a gagné. Moi, j'ai plus rien à faire ici. Je t'ai curé quelque chose de mort. Je vais crisser mon camp. Ben, smart, Gabi, je commençais à désespérer, tu comprends? C'est pas n'importe qui peut me faire des corsets. Je vais aller la voir la semaine prochaine. Mon Dieu! Il y en a pas gros? Parce qu'ils sont tous dans les livrets. Il y en a qu'une dizaine dans le fond. Ils sont peut-être. Ben non, la table est vide. Qu'est-ce qui s'est passé ici, donc? Je sais pas, franchement. Où sont mes timbres? Ben voyons, Germaine, cherche un peu. Ils sont pas dans la caisse, pis ils sont pas sur la table. Je veux savoir où sont mes timbres. Mes timbres, j'ai acheté ça, maudit. Ouais, Saint-Anne. Il est pour nous. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais elle en a plein son linge. Thérèse, c'est pas vous toujours? Ben non, voyons, je vous jure que je savais pas. Montrez-moi votre sacoche. Voyons donc, Germaine, si vous avez pas plus confiance en moi que ça. Germaine, t'exagères. Toi aussi, range un bas ta sacoche. Je veux tout voir vos sacoches, toute la gang. Je refuse. C'est la première fois qu'on manque autant de respect de même. Oui, certain. Je ne ferai plus jamais l'épicerie. Je savais bien, je pense que c'est le même avec toutes les autres sacoches. Mais maudite vache, vous sortirez pas d'ici, là. On va toutes vous assommer. Va t'aider, Germaine. Toute une maudite gang de voleuses, si ça vient lever le nez sur moi. Tiens. Encore ici. Tiens, ici encore, vous aussi, Mademoiselle Dubois. Il y en a que 3, mais il y en a pareil. Oh, Réona, toi aussi. Toute la gang, vous êtes toutes des écœurantes de voleuses. Pourquoi plus une autre, hein? Tu nous as fait assez baver avec ton million de timbres. Mais ils sont à moi, ces timbres-là. Ils devraient être à tout le monde. Oui, à tout le monde! Ils sont à moi, donnez-moi-les. Jamais! Non mais ça va bien, caisse, ça va nous! Oui, c'est complètement d'accord. Mes timbres, mes timbres. Mais on va le faire encore. Mes timbres, mes timbres. Vous pouvez me lâcher, vous pouvez me lâcher. Mes sœurs, mes propres sœurs. Mes timbres, mes timbres. Oh, Germaine. Va-t'en, t'es pas avec les autres. Mais va-t'en, je veux plus te voir. Mais je t'ai défendu, je suis avec toi, Germaine. Va-t'en, je veux plus te voir. Je veux voir personne. Hé, ça va être une vraie job, tu nettoyer ça. Mon Dieu, mes timbres, il me reste plus rien, rien. Ma belle maison neuve, mes beaux meubles, rien. Mes timbres, mes timbres. C'est spécial, elle parle creux, les belles sœurs. C'est sûr que la deuxième a suscité beaucoup de réactions de la part du public. Mais ce qu'on n'était pas habitué d'entendre la langue du petit peuple sur scène. Et on a aussi compris qu'il s'agissait de donner la parole à des personnages qui avaient quelque chose à raconter sur leurs conditions de vie difficiles. Ça a amusé à beaucoup de monde. Comme tu peux le voir, le métier de comédienne t'amène à visiter des avenues complètement différentes. J'en prends conscience cette nuit, mais il y a une chose qui me chicote. Comment vais-je réagir face à la critique? Je ne sais même pas si je vais être capable de faire face à cette critique. Ça fait partie du métier, c'est sûr. Mais seulement, tu dois juste avoir une grande confiance en toi et savoir qu'il y a toujours du bon dans une production. Rien n'est totalement mauvais. Et plus tu prendras d'expérience, plus ton jeu se perfectionnera. Écoute, quand on veut, on peut dépasser tous les obstacles. Ma visite s'achève bientôt. Parlant d'esprit critique, ça me fait penser à une courte pièce rigolote que Félix Leclerc a écrite en 1948. Qu'as-tu récité de ta musique une dernière fois avant le départ? Mais oui. Voici de quoi il s'agit. C'est la rencontre de trois amis à la fin d'un spectacle de théâtre. Tu vas voir qu'on peut parler pour ne rien dire. L'un d'eux a détesté la pièce et l'autre l'a adoré. Mais pourquoi c'est bien contraire? On ne sait pas. Nos deux comparses manquent de vocabulaire. Tu vas voir que pour être critique, il faut être outillé en mots. Salut! Et puis, as-tu aimé ça?
Quoi? Le spectacle? Je voudrais l'avoir oublié. Épouvantable. T'es sérieux? Puisque je te le dis. Pourtant, il y a des Ah, gens... je leur laisse pas bon, pas bon. Tant que ça. Épouvantable. Quoi? Toute la patente. Banale au possible, atroce, une erreur. Mais précise. J'étais assise sur mon chose à main. Je me suis embêtée là, mon ami, quand j'ai allumé les choses à patente. J'ai dit sacré mon camp. C'est trop de ma caméra d'y aller. Va pas là, une honte. De l'argent à l'autre, tu vas un large de même. Curieux. L'éclairage, toi. Costume? Aïe. Le texte? Parle pas du texte. T'as pas ri une fois. Ris, maudit. T'as pas pleuré, pas ému une seconde? Tu veux pleurer de dégoût puis rire de toi? Oui, mon ami, un joli désastre. Les points faibles. Un point faible. Toute la patente. Avance-moi quelque chose, critique-moi ça un peu. Épouvantable. Moi qui me faisais une fête. Hey, une fête. Assis-toi dans un parc avec un sac de peanuts, c'est 100 fois plus intelligent. C'est vraiment pas bon. Aïe aïe, une tâche qui s'effacera jamais. Jamais. Je m'en vais, j'ai peur que quelqu'un me voie, j'en fais une maladie. J'aurais pourtant bien aimé savoir pourquoi. Tiens, le gérant. Salut! Puis, as-tu aimé le spectacle? Hey! Oui? Oh! Explique donc. Un chef-d'œuvre. Tu l'as dit. T'es fou? Extraordinaire, un chef-d'œuvre, un bijou, c'est comme bien la plus belle soirée de ma vie. Ouais, c'est ça. Aimez ça, je vais tant que ça l'affiche, un classique. L'éclairage? Mouah! Costume? Mouah! Le jeu des comédiens? Jamais vu des acteurs pareils. Mais Rodolphe vient de me dire que c'était... Il connaît rien, chose. La patente à l'affiche, un classique. Tant que ça? Des maîtres. Et qu'on est fiers, on se redresse, on cherche le monde. Où est-ce qu'il y a le monde, je crierais, et que c'est costaud, c'est donc valeureusement beau. Qu'est-ce que t'as aimé le plus? Tout. Oui, mais... Tout. T'as ri? Ri. Il me paraît de me sortir, pris du ventre. T'as pleuré? 4 fois, puis tu me connais d'une air, j'en ai, mais là, franchement, va voir ça. T'as aimé ça? De A à Z, pas une petite faiblesse, une merveille. Critique-moi ça un peu. Pas capable, j'ai tout dit. Ah, que je suis fière, je me pète les dents. Laisse-moi marcher. Le théâtre est sauvé, le théâtre est sauvé. C'est ce qui s'appelle des opinions. Heureusement qu'on a la critique. J'imagine que tu sais que les êtres de l'au-delà ne peuvent pas être vus le jour. J'espère que notre rencontre t'a été profitable. Oh, Arlequin, merci de tout mon cœur. J'ai été convaincue par tout ce que tu m'as permis de voir. Et ça renforce mon désir de te connaître. Je sais qu'il faut travailler fort pour y arriver et je suis très motivée. Alors, continue à veiller sur moi, tu veux? Ce sera un honneur, ma chère. Je crois en ton talent. Oh, et bonne chance pour l'audition. Oui, c'est vrai, l'audition. Merci encore, Arlequin. Quel coup de théâtre j'ai vécu cette nuit. Wow! Je suis assez contente. Tout ça, c'est grâce à Arlequin. Qui? C'est grâce à ma motivation. Je voulais tellement ce rôle. Quand on veut, on peut. Oui, c'est mon nouveau dicton. Quand on veut, on peut. Sarah Bernard avait le sien. Quand même. Cela voulait dire je fonce quand même, même s'il y a des obstacles. Qui est Sarah Bernard? C'est la divine, une grande comédienne française. Oui, je lis tout ce que je peux sur le théâtre. Je me suis rendu compte que je savais pas grand-chose sur mon futur métier. Bon, faut que je te laisse. J'ai un rôle à apprendre.
chaud, là, ça sera pas long. Je me présente Caroline Pelletier, responsable de la pièce de théâtre et aussi professeure de mathématiques. Alors, j'aimerais féliciter tous nos comédiens et comédiennes. C'est vraiment pas évident ce qu'ils ont fait ce soir parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'apprendre un texte et le faire devant un public. Donc, je suis très fière d'eux. Je crois que ça leur donne une belle estime de soi, confiance en eux aussi. Puis je vois des belles étoiles dans leurs yeux. Donc, je suis très fière d'eux. Donc, on peut les applaudir. Une bonne main d'applaudissements aussi pour nos deux rôles principaux. Il y avait à peu près une dizaine de pages. J'aimerais aussi féliciter et remercier les élèves qui ont travaillé au décor, qui ont travaillé dans la technique, à l'arrière aussi, ma caméraman, j'oublie sûrement des personnes, donc tous les élèves qui ont travaillé avec nous, là, vraiment merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. J'aimerais aussi remercier mes collègues qui ont été très généreux de leur temps. Madame André Brisson, Monsieur Francis Lucier qui est à la console à l'arrière, Julie Gontier, Marie-Noël Harvey, Edith Quentin. Donc merci à vous tous d'être là ce soir. Merci aussi aux membres de la direction qui nous permet de faire ce projet qu'on a commencé au mois de septembre avec nos auditions. Donc, merci de votre présence aussi, Monsieur Lagrandeur qui est juste là. Donc, merci d'être là pour nous voir ce soir. Et bien sûr, merci à vous, chers parents, d'avoir appuyé vos enfants dans ce beau projet et d'être là ce soir pour voir le fruit de leur travail. Donc, merci de votre présence. Et là, je pense qu'on a eu assez chaud, donc je vous souhaite à